Donc, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Ce soir, notre web radio du 12 novembre est très importante. Puis, je me souviens qu'on l'avait faite, Carl Michel et moi, l'année dernière. Ça avait été un franc succès. C'est les majorités à respecter en copropriété. Donc, ça paraît simple, là, mais ce n'est pas toujours. Donc, on va couvrir tout ça ce soir. Donc, je me présente, Valérie Couture. Je suis présidente de Condo Stratégiste et je suis l'animatrice des web radios sur Condo Légal. Mon invité ce soir, on est juste deux parce qu'on a bien du stock à jaser avec vous. Donc, mon invité, Maître Carl Michel, associé chez LJT, dans l'équipe des avocats en copropriété avec Maître Yves Papineau. Alors, bonsoir Carl. Bonsoir tout le monde. Merci Valérie. Ça va bien? Ça va très bien. Parfait, on est prêt pour une bonne web radio. Donc, on a notre commanditaire en plus, c'est LJT Avocat. Donc, vous connaissez la firme LJT. Donc, ils sont spécialisés. L'équipe en copropriété, parce que LJT Avocat, c'est une grosse équipe en droit immobilier, en toutes sortes de services, mais ils ont quand même une équipe de 5 avocats en droit de la copropriété, Carl? Effectivement, 5 avocats en droit de la copropriété, une vingtaine en litige, droit immobilier. On fait aussi beaucoup droit fiscal, commercial. Là. Donc, on est multidisciplinaire, mais nous, notre petite équipe de 5, on spécialise vraiment là, en droit immobilier, mais surtout en matière de copropriété divise. Donc, ceux qui ont besoin de services juridiques, faites appel à l'équipe de Carl et ses collègues. Donc, merci d'être le commanditaire de la soirée, je le précise. C'est vraiment nous sommes bénévoles, Carl et moi et tout. Donc, c'est vraiment au niveau de la technique et tout. Donc, notre partenaire aussi, le RGCQ, le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec. Il y a beaucoup de formations, vous pouvez aller suivre. C'est très intéressant que votre syndicat ou comme copropriétaire, vous pouvez être membre à des prix très, très abordable pour pouvoir aller chercher. Et je précise, Carl, tu es encore au RGCQ pour répondre sur la ligne infogestion. Effectivement. Mais pas infogestion, mais infogestion, c'est eux qui sont les répondants de première ligne, disons, là, nos préposés C'est qui sont ça. évidemment un service essentiel pour le RGCQ et pour nos membres. Mais nous, vous avez le droit, à titre de membre du RGCQ, à une consultation juridique par année de 30 minutes. Donc, quand vous appelez le RGCQ, vous dites que vous voulez faire usage de votre consultation juridique gratuite, puis évidemment, ils vous mettent en contact avec moi ou un de mes collègues ou d'autres partenaires de d'autres bureaux également, parce que c'est pas Oui, juste LJT, il y a d'autres bureaux qui participent aussi, mais il y en a beaucoup à faire, puis oui, on en fait pas mal dans une journée. effectivement, j'en doute même pas parce que souvent, même si la ligne infogestion veut l'aider, rapidement, souvent, on va se diriger vers quelque chose de plus spécialisé et c'est là que les collaborateurs du RGCQ, avocats, peuvent aider votre situation ou votre syndicat. Donc, Carl, j'oublie le maître parce qu'on se connaît quand même assez bien, là, désolé, mais on va aller directement dans le sujet. J'aimerais qu'on commence par vraiment expliquer les majorités. Puis après ça, ben, on va poser des questions. Puis j'imagine que nos auditeurs vont avoir des questions aussi. Donc, je te laisse nous présenter les majorités, puis voir comment on aiguille nos administrateurs pour s'assurer de bien faire les choses. Effectivement. Bon, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le syndicat a 2 organes décisionnels que la plupart d'entre vous connaissez. Il y a le conseil d'administration, puis il y a l'assemblée des copropriétaires. Donc, les 2 organes ont un certain pouvoir décisionnel. Généralement, tout ce qui n'est pas spécifiquement attribué comme pouvoir décisionnel à l'Assemblée est attribué au conseil d'administration. Puis le conseil d'administration, lui, va s'occuper de tout ce qui concerne l'administration courante et la conservation de l'immeuble notamment, parce qu'on ne peut pas attendre que l'Assemblée se prononce sur la conservation. Généralement, quand il y a des dégâts d'eau, quand il y a des réparations majeures à faire pour éviter des dommages et assurer la pérennité de l'immeuble, on doit agir rapidement et c'est le conseil d'administration qui va prendre ces décisions-là. Mais des décisions plus importantes, notamment l'élection des administrateurs, donc on va élire ceux qui vont prendre ces décisions importantes-là pour nous, ça relève de l'Assemblée. Et lorsque l'Assemblée, là, ce soir, on parle de majorité pour les décisions vraiment de l'Assemblée des copropriétaires et c'est important
dans un premier temps, lorsqu'on parle de décision de l'Assemblée, qu'on parte sur les bonnes bases. Donc, il faut s'assurer que votre registre de la copropriété est à jour, que les bonnes personnes votent, qu'on a envoyé les avis de convocation, mais aussi qu'on va compiler, une fois qu'on vote, qu'on va compiler les votes en fonction de la valeur relative. Je me présente souvent à titre de président d'Assemblée des copropriétaires et les gens me disent, oui, nous, depuis toujours, on vote une personne Une. égale un vote. Et là, je les regarde, je dis oui, mais c'est pas tout à fait ça. À moins que vos codes-parts soient tous égales, ce qui est possible, ça arrive dans certaines Arrive. copropriétés, surtout des plus petites. Ça me surprendrait bien gros qu'on puisse procéder comme ça. Alors, il faut aller vérifier dans la déclaration. Chacun va voter en fonction de sa cote-part, de sa valeur relative. Et la raison est simple, c'est non seulement ce n'est pas, vous payez une plus grande part, donc évidemment, les décisions pourraient avoir une plus grande impact sur une personne plutôt qu'une autre, dépendamment de la valeur relative de la fraction. Mais aussi, des fois, il y a deux personnes qui sont présentes à l'Assemblée, les deux sont indivisaires, donc sont propriétaires ensemble d'une même fraction. On ne peut pas leur donner chacun un vote, parce que là, la personne qui est propriétaire tout seul, mais il vote deux fois plus que lui. Ce qui ne serait pas équitable. Et évidemment, on veut que les gens votent à travers leur code-part, leur valeur relative, puis aussi si on est indivisaire de notre fraction avec quelqu'un d'autre, avec notre conjointe, par exemple, mais la code-part est divisée entre les deux selon ce qui est prévu à l'acte de vente. Donc ça, c'est la première chose. Mais je vais juste en profiter pour poser une question tout de suite. Parce que depuis le projet de loi 16, les gens, quand ils se présentent, souvent on donne la cote-part à celui qui se Oui. présente. Des fois, il y en a qui sont encore surpris. Ouais, mais j'ai pas signé, puis tout ça. Est-ce que, comme syndicat, de répondre, ben, c'est correct, votre mari a signé ou votre femme a signé, c'est correct, puis on leur donne un bulletin de vote. Mais si jamais ils voudraient voter séparément, le syndicat est-il Oui. obligé de leur donner le droit? C'est une très bonne question, puis ça revient souvent, Valérie. Puis effectivement, depuis l'adoption du projet de loi 16, donc depuis janvier 2020, c'est spécifiquement prévu au Code civil que si un seul des indivisaires, que vous soyez deux ou trois qui sont propriétaires de la même unité, si une personne est présente, elle est présumée représenter les autres qui sont absents. Ça fait en sorte que si, par exemple, il y a une quote-part de 5 mais à la place de la diviser par deux, puis juste le mari est là, mais on perd forcément 2,5 mais maintenant, pour favoriser l'obtention du quorum, on a créé dans la loi cette présomption-là qui fait en sorte que celui des deux indivisaires qui est présent est présumé représenter l'autre si l'autre est absent. Cela dit, si les deux sont présents, puis c'est possible, regarde, ce ne serait pas la première fois qu'un Ils un sont pas mari et une d'accord? femme ne sont pas d'accord, et qui ne veulent pas voter de la même façon, c'est possible qu'ils votent ensemble, mais s'ils ne veulent pas voter de la même façon, sachez que c'est possible, puis chacun va représenter son pourcentage de la quote-part de l'unité. Donc, s'ils sont propriétaires à part égale de l'unité, c'est donc 50-50, mais si on parle d'une valeur relative de 5 ils vont chacun détenir 2,5 des voix lors de l'Assemblée. Fait que s'ils ne l'ont pas dit, on considère d'emblée que un des deux se présente parce qu'avant, puis des fois on le voit encore, il amène une procuration. C'est assez Oui, rare, mais il amène la procuration pour on dit on n'a plus de besoin, votre femme n'est oui. pas là ou votre mari n'est pas là. Fait que c'est Effectivement. pas C'est nécessaire. un bon réflexe parce que ça, c'était nécessaire avant, puis avant, ça nous aidait à obtenir le quorum. Puis justement, c'était un gros fléau, c'était un gros problème. Puis je trouve que depuis, là, on a moins d'assemblées où, justement, on n'atteint pas le quorum à cause de cette mesure-là qui a été prise par le gouvernement, qui a été très, très bénéfique, à mon avis. Tout à fait. Je vais avoir une question tantôt justement sur ça, mais je vais te laisser continuer de parler des majorités Majorité, là-dessus. bon. Fait qu'on va Oui, continuer le petit topo sur les majorités. Donc, il y a certaines décisions qui vont avoir évidemment des conséquences plus importantes pour l'ensemble des copropriétaires. Et ces décisions-là, ils vont avoir des exigences qui sont plus élevées en termes de majorité. Et c'est la raison pour laquelle la loi vient imposer essentiellement trois catégories de majorité. On parle de la majorité absolue, la majorité renforcée et la majorité double. Et dans certaines circonstances, il peut même avoir l'unanimité qui est imposée. Ça, c'est dans des circonstances très particulières et on va en parler un petit peu plus tard. Mais commençons avec la majorité absolue. Alors, la majorité absolue, c'est la règle générale, la majorité de base pour l'Assemblée des copropriétaires. Elle est prévue à l'article 1096 du Code civil du Québec et c'est la majorité qui est requise pour toutes les décisions courantes
qui sont prises par l'Assemblée, donc toutes les décisions de l'Assemblée, sauf celles pour lesquelles la loi va exiger une autre majorité différente, plus élevée. Alors, elle s'applique essentiellement à toutes les décisions courantes de la copropriété qui ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration, notamment pour l'élection des administrateurs, comme j'ai dit plus tôt. On parle de l'élection des officiers de l'Assemblée, donc le président, secrétaire, vice-président de l'Assemblée, par exemple. On parle de la modification du règlement de l'immeuble et on reviendra un peu plus tard. On va parler d'actes constitutifs également, mais la déclaration est divisée en trois sections, comme la plupart d'entre vous le savez. La deuxième section, c'est le règlement, c'est les conditions d'utilisation des parties privatives des parties communes, comment le déroulement et la tenue, convocation des assemblées, le fonctionnement du conseil d'administration. Tout ça, c'est dans le règlement de l'immeuble. Et quand on modifie le règlement de l'immeuble, c'est un vote à la majorité absolue. On parle de la constitution, pardon, la constitution d'une hypothèque mobilière, par exemple, pour financer des travaux de conservation. Donc, lorsque, par exemple, on a un projet pour refaire la façade, changer les fenêtres, la toiture, et on n'a pas les sous, on ne veut pas nécessairement demander une cotisation au copropriétaire pour le montant complet ou pour un montant substantiel, on pourrait faire appel potentiellement à une institution financière qui exigerait une garantie. La garantie en copropriété divise, ce n'est pas une hypothèque immobilière parce que le syndicat est propriétaire de rien, c'est vraiment les copropriétaires qui sont propriétaires de leur fraction à part entière, mais aussi d'un pourcentage des parties communes. Donc, le syndicat, lui, tous les copropriétaires sont membres du syndicat, mais le syndicat en tant que tel n'est propriétaire de rien. Donc, il ne peut pas octroyer une hypothèque immobilière sur les unités ou les fractions des copropriétaires, ce qui fait en sorte que la seule garantie qu'on peut offrir, c'est une hypothèque mobilière avec des possessions qui est semblable à, pour ceux qui connaissent un peu les règles en matière de logement, mais si un immeuble à logement veut donner une hypothèque mobilière, on va donner une hypothèque sur les loyers qui entrent, par exemple, sur les loyers qui entrent des locataires. Ici, on prendrait une hypothèque sur les charges communes payables par les copropriétaires qui entrent mensuellement. Donc, pour faire ça, ça prend un vote à la majorité absolue. L'adoption de la description des parties privatives. Donc, l'unité de Oui. référence que plusieurs d'entre vous connaissez, l'idée de l'unité de référence, c'est que le syndicat a un intérêt assurable dans tout l'immeuble, incluant les parties privatives et les copropriétaires individuellement, mais eux, ils vont assurer leurs meubles, ils vont assurer leurs responsabilités civiles et les améliorations qu'ils ont apportées à leur partie privative. Mais pour faire la différence entre qu'est-ce qui est assuré par le syndicat et qu'est-ce qui constitue une amélioration assurée par les copropriétaires, il faut que le syndicat établisse une unité de référence, une unité de base, donc qu'on sache exactement qu'est-ce qui était là au moment de la construction de l'immeuble, de la publication de la déclaration de copropriété. Et on va considérer tout ce qui va au-delà de ça en termes de construction, rénovation, on va considérer ça comme étant une amélioration. Et ça, c'est important parce qu'à défaut de le faire, Oui. euh, tout ce qui est dans l'immeuble est considéré comme étant l'unité de base. Donc, si votre voisin a fait installer un plancher en bois franc, des nouveaux armoires, un comptoir en marbre, puis un sinistre, puis le sinistre vient détruire ces éléments-là de sorte qu'on doit les remplacer, mais si vous n'avez pas l'unité de référence qui a été adoptée, mais c'est le syndicat qui va payer pour ça. Ou c'est l'assureur du syndicat qui va payer pour ça si, dépendamment si on arrive à la franchise ou si c'est en dessous de la franchise, là. Mais ça, on pourrait faire une web radio entièrement Juste là-dessus. là-dessus, Valérie. Et finalement, la correction, puis ça, c'est prévu spécifiquement à l'article 96. Donc, on parle de la correction d'une erreur matérielle dans la déclaration de copropriété. Donc, si on voit une erreur au niveau des mots, de la manière, une faute de frappe, par exemple, là, ou quelque chose qui n'est pas à bonne place, mais on pourrait corriger cette erreur matérielle-là, même si elle était dans l'acte constitutif, par exemple, on va en parler un peu plus tard, qui nécessite normalement un vote un nombre de voix plus élevé pour être adopté, mais si c'est une erreur matérielle, mais on pourrait le faire sans nécessairement passer par la majorité plus élevée. Autre précision, par majorité absolue, je vais être très clair parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. On veut dire plus de 50% des voix des copropriétaires présents ou représentés. Et il ne faut pas confondre ça avec la majorité simple, qui veut essentiellement dire qu'une majorité simple, c'est lorsque le total des voix en faveur d'une résolution est supérieur au total des voix contre. Donc,
on pourrait, mettons, voter sur une résolution et il y a 48% qui votent pour, puis il y a 30 quelques % qui votent contre, puis le reste, c'est des abstentions. Mais il y a 48 versus 30 quelques. Il y en a plus qui ont voté pour, qui ont voté contre. Ça, c'est une majorité simple. Nous, ce qu'on recherche en vertu de l'article 1096, c'est une majorité absolue. Donc, il faut absolument que le nombre de votes en faveur, le nombre de votes pour, soit supérieur au total entre les votes contre et les abstentions. Donc, il faut avoir un certain nombre de votes positifs, donc plus de 50% des voix qui ont voté positivement, afin qu'on puisse adopter la résolution ou la décision en question. Et Regarde, ça, c'est important de dire qu'effectivement, les abstentions, ça équivaut à non. exactement. En matière de copropriété divise, c'est sûr que si vous vous abstenez, c'est comme si vous n'avez pas pris C'est position, ça. mais on a besoin, comme j'ai expliqué, on a besoin d'un certain nombre de votes positifs pour que la résolution ou la décision qu'on cherche qu'on présente soit adoptée, de sorte qu'une abstention, l'effet sur le résultat du vote, c'est la même chose qu'un vote contre, effectivement. Okay. Bon, on peut passer maintenant à la majorité renforcée. Donc, quand on parle de majorité renforcée, on parle de l'article 1097 du Code civil du Québec qui prévoit que certaines décisions de l'Assemblée qui pourraient potentiellement influencer de manière plus significative le quotidien des copropriétaires ou la valeur des unités, qu'elles sont prises à 75% des voix des copropriétaires présents ou représentés. Ça diffère un peu de ce qui se faisait auparavant parce que c'est Ouais. depuis l'adoption du projet de loi 16 que c'est vraiment rendu 75% des voix des copropriétaires présents ou représentés, alors que préalablement, c'était vraiment encore une double majorité. On avait besoin un certain nombre de copropriétaires physiquement qui votent en Ouais. faveur, en plus d'avoir 75% des voix de tous les copropriétaires de tout l'immeuble. Et on voyait beaucoup des situations de blocage pour des modifications à l'acte constitutif, pour des modifications à la transformation, l'amélioration des parties communes. Donc, c'est quelque chose qui était difficile, très difficile à obtenir. Le législateur a dit, mais regardez, si les gens ne veulent pas participer à l'Assemblée des copropriétaires, mais tant pis pour eux. Puis, ça va être vraiment 75% des gens qui s'impliquent, qui veulent participer à prendre des décisions et ainsi de suite, qui vont avoir un pouvoir plus élargi sur des décisions plus importantes concernant la copropriété. On leur remercie d'avoir fait ça d'ailleurs. Oui, oui, parce qu'on s'en rappelle, là, Valérie, c'était pas facile Non, non, avant d'adopter des choses à 75%, c'était exact. quasi impossible. Donc, on parle de choses importantes comme les actes d'acquisition et d'aliénation immobilière par le syndicat. Donc, si le syndicat voudrait faire l'acquisition d'une partie de terrain, voudrait octroyer ou obtenir une servitude, si on est, on voit Une souvent unité de concierge achetée. exactement ce que j'allais dire. Donc, on voit souvent des gens qui avaient une unité dans l'immeuble qui était dédiée aux concierges résidents. Et c'est de plus en plus rare, les concierges résidents. On n'est pas en mesure d'en trouver. On décide qu'on va engager une firme externe et là, on se retrouve avec une unité, une fraction de copropriété qui sert essentiellement à rien. Ils peuvent décider de louer l'unité. C'est une possibilité, mais certains disent, regarde, nous, on préfère le vendre, avoir l'entrée de fonds à travers les charges communes pour la quote-part qu'elle représente. Puis ça, c'est possible, mais ça doit faire l'objet d'un vote à 75% des voix des copropriétaires présents ou représentés. La même Euh, chose, Carl, s'ils n'en ont pas, puis ils décident d'en acquérir une parce que oui, quelqu'un vend son unité puis elle est bien placée pour la chose. même principe, exactement. On pourrait prendre la décision d'en faire l'acquisition, mais encore là, il faudrait faire un vote, il faudrait faire une cotisation spéciale pour pouvoir avoir les fonds pour en faire l'acquisition, mais tout à fait, je suis bien d'accord, ça fait partie de cet article-là aussi. Le plus important, je dirais, en fait, les deux prochains, c'est les deux plus importants, les deux plus communs. On parle de travaux de transformation, d'agrandissement ou d'amélioration des parties communes. Donc, n'importe quelle modification, transformation, agrandissement des parties communes, que ce soit le changement au niveau de la façade, au niveau des balcons, au niveau de la forme, de l'aménagement extérieur, tout ce qui constituerait il faut qu'il y ait une certaine il faut que ce soit significatif quand même. Là, ça ne peut pas être. Mais encore là, je dis ça doit être significatif, c'est pas tout à fait vrai parce que
dans certains cas, juste le fait de percer des trous dans la façade, dans la dalle de béton, ça pourrait, dans certaines circonstances, constituer une transformation des parties communes. Puis ça pourrait, notamment lorsque ça a un impact potentiellement sur la pérennité de l'immeuble. Euh, là où il faut faire la distinction entre transformation et réparation, c'est au niveau de la nécessité. Lorsque c'est nécessaire pour la conservation de l'immeuble, mais on ne parle pas d'une transformation, on ne parle pas d'une amélioration, on n'avait pas le choix de le faire. Et dans certains cas, moi j'ai vu des situations où on refait l'ensemble de l'électricité ou de la plomberie dans l'immeuble. L'immeuble date de 1977, mais c'est certain qu'on ne va pas, les techniques ont évolué, les Absolument. matériaux ont évolué. On ne va pas refaire l'immeuble avec Du vieux fil. exactement, avec de la vieille manière. Il peut y avoir, puis les tribunaux sont venus confirmer ça, il peut y avoir un certain élément de transformation, amélioration dans le cadre des travaux de conservation de l'immeuble. Donc, ça, c'est possible. Donc, c'est pas dès qu'on change quelque chose pour quelque chose de différent, c'est automatiquement une transformation. Il faut réfléchir à savoir est-ce que c'est nécessaire ou non. Même principe, par exemple, si on reçoit un avis d'infraction de la ville, par exemple, puis la ville Faut nous dit, installer écoute, quelque chose. exactement, il vous manque une sortie de secours, par exemple, dans les parties communes. Mais Absolument. l'installation de la partie commune, qui est bien, la transformation de l'immeuble pour y ajouter un escalier de secours, c'est une partie commune. Donc, oui, on vient physiquement transformer l'immeuble, mais c'est nécessaire à la conservation de l'immeuble, ce n'est pas un choix. Donc, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et ça, c'est une décision que le conseil seul pourrait prendre. Fait qu'il n'y a pas de vote à passer dans ce style-là. Pas Le du tout. service d'incendie demande quelque chose. Quand c'est Exact. c'est ça, une demande différente. Une obligation de la ville ou Oui, des normes là, de la RBQ, etc. Dans ce cas-là, on n'a pas oui, oui, besoin oui. d'un vote de l'Assemblée. On a besoin ça va prendre un vote du conseil d'administration, mais ils n'ont pas vraiment le choix de voter en faveur parce que c'est nécessaire. Mais je Euh, vais t'amener la question qui est souvent mise de l'avant, c'est par exemple l'entrée commune, le hall d'entrée, qu'on décide de changer le décor, enlever la tapisserie, peinturer de notre couleur. On voit souvent les gens dire, ben ça, c'est une modification de. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Parce que c'est. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est sûr que si on vient on vient changer les divisions, puis on vient changer la manière que la porte, on vient changer la porte, par exemple, qui s'ouvrait manuellement pour une porte automatique vitrée. Ça serait vraiment des transformations physiques. Lorsqu'on fait changer la peinture, c'est un peu comme les meubles. Le syndicat a le droit de meubler euh, les parties communes, l'entrée principale, évidemment l'extérieur, le patio, la piscine, etc. On peut changer les meubles sans que ce soit une transformation de l'immeuble. Et on peut aussi changer la peinture, la tapisserie, les tapis. On vient remplacer les tapis pour des tapis différents. C'est sûr que si votre immeuble date de 1977 et que vous aviez des tapis d'une certaine marque, il n'existe plus ces tapis-là, vous ne les trouverez plus, vous avez nécessairement besoin d'aller chercher de nouveaux tapis. Alors, à ce moment-là, selon moi, ça ne serait pas une transformation, mais si c'est tapissé, puis là, on décide qu'on va mettre du bois franc, on décide qu'on va mettre des tuiles, là, d'après moi, lorsqu'on vient changer le revêtement, là, on rentre dans la catégorie transformation. Est-ce qu'on peut se donner un peu l'idée de j'en augmente un peu sa valeur ou substantiellement? Tu sais, dans le fond, si je mets une tapisserie, c'est sûr qu'elle va me coûter plus cher qu'en 70, mais ça fait partie de Oui. l'évolution. Mais tu sais, comme là, tu dis, j'ajoute du bois, je mets du marbre à terre au lieu d'une céramique. Est-ce que Pas nécessairement augmentation de valeur, parce que si on fait le contraire, si par exemple le syndicat dit écoute, nous autres, on avait du marbre, ça ne nous tente pas de remplacer ça par du marbre, on va mettre du tapis. Ça me surprendrait, mais ils décident qu'ils veulent mettre du tapis. Techniquement, ça serait une transformation. Il faudrait passer à l'Assemblée et OK, même peut-être que ça serait un changement de destination, puis on va en parler plus tard, mais la destination, il y a plusieurs facteurs autant la déclaration de copropriété que des facteurs extrinsèques qui viennent déterminer c'est quoi la destination de l'immeuble. Puis il y a des gens, si vous avez des planchers en marbre, c'est parce que c'est un bel immeuble. Pas sûr que les gens vont vouloir qu'on change le marbre pour du du tapis. flottant. C'est le conseil d'administration qui le veut. Fait que là, on viendrait diminuer la valeur, mais ça serait quand même une transformation. OK, parfait. Parce que ça, c'est souvent des questions qui arrivent au niveau des changements d'un corridor Oui, dans l'entrée. Là, tu sais. ouais, bien d'accord.
L'autre élément, je dirais principal là, de l'article 1097, c'est la modification de l'acte constitutif de copropriété, de l'état descriptif des fractions. Fait, comme j'ai expliqué plus tôt, la déclaration de copropriété, il y a trois sections. Il y a l'acte constitutif de copropriété auquel le législateur accorde une plus grande importance. C'est là-dedans qu'on va trouver, par exemple, la description des parties privatives, des parties communes, les codes-parts, la distribution des coûts par rapport aux parties communes à usage restreint. On va retrouver, évidemment, oui, j'ai dit les valeurs relatives, oui, on va trouver les pouvoirs, les pouvoirs et les devoirs du conseil d'administration. Donc, pour modifier tout élément de l'acte constitutif de copropriété, ça prend un vote à 75 des voix des copropriétaires présents ou représentés. Contrairement à tantôt, où on parlait du règlement de l'immeuble, Oui. qui, lui, nécessite plus de 50. Et la troisième section, c'est l'état descriptif des fractions. Ça, c'est vraiment la description des numéros de lot pour les parties privatives, les parties communes. Donc, quand il y a un changement, par exemple, une fusion en deux unités, par exemple, la vente d'une unité, si on change les codes-parts, ça va. Dès qu'on change les numéros de lot, il faut venir les mettre à jour à la déclaration de copropriété. Puis ça se fait dans l'état descriptif des fractions. Mais généralement, on parle de soit l'acte constitutif ou soit le règlement de l'immeuble. Autre particularité de la modification de l'acte constitutif, c'est que ça nécessite, c'est bien beau de le modifier, mais puis d'obtenir un vote favorable de l'Assemblée des copropriétaires à la majorité requise, mais il faut aussi, par la suite, que ça fasse l'objet d'un acte notarié, que ce soit publié au registre foncier pour que ce soit opposable aux copropriétaires. Sinon, ça n'a pas de valeur, ça n'a aucune valeur juridique, essentiellement, si on oublie cette dernière formalité-là. Et Qui fait cette contrairement au règlement. formalité-là, Carl? Pardon? Qui va faire la formalité de bien ficeler le changement dans l'acte constitutif? Mais nous, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais tout ce qui est modification de règlement, d'articles de la déclaration de copropriété, que ce soit au règlement ou à l'acte constitutif, je pense que c'est important que ce soit un juriste qui le fasse parce que on voit des fois des administrateurs ou même des gestionnaires qui ont l'habitude quand même d'en voir. Puis ils ont quand même une certaine expérience, les gestionnaires, mais j'en vois souvent qui vont essayer de faire un paquet de règlements qui, l'idée, elle est bonne, mais malheureusement, on n'a pas révisé la déclaration au complet pour vérifier si cette modification-là ou d'abroger un article et de le remplacer par un autre article viendra avoir un impact sur d'autres articles dans la déclaration de copropriété. C'est comme de dire, maintenant, la déclaration prévoit qu'on est 3 administrateurs. Non, on est 5, par exemple. Ça dit le quorum. Il y a un autre article qui dit que le Oui. quorum est fixé à 3. Mais là, ils veulent changer 5 administrateurs pour 3 administrateurs, mais le quorum, on ne l'a pas Les changé, il trois. demeure à 3. Fait que ça veut dire que tous les administrateurs doivent toujours être présents à toutes les réunions, sinon on ne peut pas tenir la réunion. Puis si on va plus loin que ça va peut-être dire que tous les votes du conseil d'administration doivent se prendre par une majorité de 3 administrateurs. Fait que là, ça voudrait dire que toutes les décisions Il faut que tout le monde soit des d'accord. administrateurs soient unanimes, ce qui est vraiment, vraiment pas pratique. Fait que des fois où, par excellence, là, je vois souvent des interdictions d'avoir des barbecues dans le règlement de l'immeuble. Puis là, quelqu'un dit, mais écoute, je pense qu'on pourrait faire accepter qu'il y ait des barbecues électriques. Fait que là, il fait juste présenter une proposition à l'Assemblée qui dit les barbecues électriques sont permis. Mais là, on n'a pas abrogé l'autre règlement. Là. Fait que là, vous avez deux articles de la déclaration de copropriété qui s'appliquent, qui se contredisent. Ça cause des problèmes au niveau juridique, puis on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui s'applique et qu'est-ce qui ne s'applique pas. Fait que je pense que dans tous les cas, ça devrait être un juriste qui les rédige pour s'assurer que les articles qu'on adopte ou qu'on abroge fait en sorte que la déclaration puisse se lire. Les articles se lisent les unes par rapport aux autres, qu'il y a une certaine harmonisation dans le texte du document. Ça, c'est la première chose. Mais une fois que la résolution est préparée puis que la modification est adoptée, là, après ça, on donne ça au notaire. Si c'est une modification plus complexe, mettons un projet d'installation de bornes électriques avec une autorité. On donne un nouveau pouvoir au conseil d'administration, on vient instaurer un règlement, on change les parties privatives, les parties communes. Ça va au notaire direct. Mais si on veut juste changer, par exemple, une petite partie d'une description des parties privatives ou quelque chose
plus anodin, je vais dire, on peut tout simplement présenter la résolution préparée par l'avocat ou la notaire, ou là où la notaire, faire adopter ça et ensuite donner ça au notaire pour qu'il fasse publier le cas échéant au registre foncier. Fait que ça serait ma Mais recommandation. Mais on rappelle qu'en principe, ben, premièrement, c'est un acte réservé de Ouais. modifier la déclaration. Donc, les gestionnaires ont fait plus ça, là, ces affaires-là. Mais Mais, bon, mais c'est important aussi de, parce que je vais en profiter parce que tu es là, c'est que si on fait les choses pas de la bonne façon, on se crée pas mal plus de problèmes, autant dans la gestion de ce problème-là avec la collectivité que financièrement, il y a des risques aussi de chicane. ben, c'est sûr que vous pourriez encourir votre responsabilité potentiellement, dépendamment des conséquences de l'adoption de ce règlement-là, sous le conseil du ou de la gestionnaire. Puis tu as raison, c'est que on veut sauver un peu de sous au départ, puis nous, c'est l'histoire de ma carrière, là, c'est des gens qui veulent se sauver des sous, puis ils auraient pu nous consulter en amont, puis éviter un litige qui finit par coûter des dizaines de milliers de dollars de contestation de règlement et de problèmes d'application. Donc, des fois, une once de prévention, là, ça vaut cher. Ouais. Puis pour les gestionnaires, autant que les administrateurs, là, ben, c'est pas tout c'est sûr, j'ai jamais vu, puis je vous le dis en toute transparence, j'ai pas de. Puis c'est moi qui fais la revue de jurisprudence pour le barreau, fait que je suis quand même à jour dans ce qui sort à titre de décision. Euh, il n'y a pas de décision, à ma connaissance, où un gestionnaire ou un administrateur a été tenu responsable pour avoir adopté un règlement qui a causé ou qui était la source d'un litige. Là, c'est pas arrivé encore. Mais on pourrait penser à des situations où ça serait possible. C'est pas, en fait, c'est pas impossible, c'est ça que vous devez savoir. Puis, vaut mieux faire préparer ces Absolument. articles, ces résolutions-là par un juriste pour s'assurer de la conformité et éviter des problèmes à la longue. Tout à fait, absolument. Puis comme Donc, tu les autres dis, choses, c'est bon, important de dire que ça coûte moins cher de faire bien les choses la première fois que d'essayer de réchapper par la suite. vraiment, absolument. Puis les autres éléments qui sont inclus à 1097 du Code civil, donc la majorité renforcée, on parle de la constitution d'une hypothèque mobilière, mais cette fois-ci pour financer des travaux de transformation, d'agrandissement et d'amélioration. On a parlé de l'hypothèque immobilière tout à l'heure au niveau de la majorité absolue. Ça, c'était quand le financement était nécessaire pour des travaux de conservation. Mais là, on parle vraiment, écoute, on veut ajouter une piscine, on veut Ouais. construire un cabanon dans la cour, on transforme l'immeuble. Ça prend non seulement un vote à 75 pour la transformation elle-même, mais aussi si on veut donner une hypothèque mobilière avec des possessions sur les entrées de charges communes. On parle de la construction de bâtiments qui créent de nouvelles fractions. Donc, si on voudrait faire un agrandissement de l'immeuble, créer des nouvelles fractions. On veut Ça, ajouter des cabanons en arrière. exactement. OK. Ça se rattache un peu là, avec l'idée de transformation, amélioration. Là. Mais là, on viendrait créer des nouvelles parties privatives, semblerait-il. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. En fait, moi, je peux vous dire en 10 ans de pratique, j'ai jamais vu ce paragraphe de l'article 1097 être utilisé. Ah. Et finalement, on parle de la modification de la description des parties privatives. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'unité de référence. L'adoption initiale de l'unité de référence se fait à 50 des voix des copropriétaires présents ou représentés selon la majorité absolue. Lorsqu'on veut la modifier par la suite, ça prend 75. Donc, gardez ça en tête. La première fois, ça se fait à une majorité plus, on va dire, plus smooth. Puis ensuite, on doit obtenir la majorité renforcée pour toute modification. Et l'objectif de tout ça, Valérie, c'est justement de venir un peu tempérer ou diminuer l'influence que certains copropriétaires pourraient avoir sur le vote s'ils détiennent à eux seuls, par exemple, un nombre plus important de voix, ce qui ferait en sorte qu'ils pourraient dominer les décisions qui sont prises par l'Assemblée, puis c'est exactement ce que le législateur veut éviter. Puis ça, je vais juste amener, dépendamment de votre syndicat, des fois, il y a du commercial, puis Ouais. il y a des choses comme ça. Puis vous voulez faire une assemblée, vous voulez préparer un vote qui pourrait effectivement.
vous savez que les gens comme Carl et les autres avocats en copropriété peuvent accompagner, présider des assemblées, tout ça. Mais si, à tout le moins, assurez-vous d'être bien préparé, ben, ça peut peut-être nécessiter une demande à un avocat comme toi, Carl, pour préparer qu'est-ce que je dois m'attendre, comment je dois gérer mon vote pour être sûr de passer le vote qui doit être fait de la bonne façon pour pas que Effectivement. ça soit renversé par la suite et qu'il y ait des problématiques. Mais soit parce qu'il y a des doutes qu'on n'a pas fait le décompte De la correctement, bonne soit façon. parce qu'on l'a pas, tu sais, comme on a parlé tout à l'heure, un vote par personne ou selon la quote-part, tu sais, j'en ai vu de tous les genres et il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles une décision de l'Assemblée pourrait être contestée, des irrégularités, le mauvais pourcentage de voix qui serait obtenu. On pense que c'est à la majorité absolue, mais finalement, c'est une majorité renforcée. On pourra en parler un peu plus tard, là, mais c'est effectivement pas une mauvaise idée. Encore une fois, je prêche pour ma paroisse, mais juste de nous consulter des fois, ben, d'utiliser votre consultation juridique gratuite Oui, pendant 30 minutes ou de juste consulter un avocat pendant 30 minutes tout court, là, ça peut vous sauver beaucoup, beaucoup de problèmes à la longue. tout à fait. Puis la Euh, dernière majorité, Valérie, oui, c'est la majorité double. Alors, la majorité double, elle est prévue aux articles 1098, mais aussi l'article 1108, qui est souvent oublié là, parce qu'on ne l'utilise pas souvent. Et elle concerne les décisions vraiment majeures, là, comme le changement de la destination de l'immeuble, dont on a parlé plus tôt. Donc, la destination de l'immeuble, pour ceux qui sont moins familiers, écoute, vous n'êtes pas tout seul. Ça doit être le concept le plus vague en matière de copropriété divise. C'est essentiellement le genre ou le type d'immeuble que les copropriétaires veulent avoir. Et c'est défini par plusieurs éléments, des facteurs extrinsèques par la déclaration de copropriété elle-même, ce qui est écrit. Donc, un rassemblement de plein de choses qui viennent déterminer c'est quoi exactement la destination de l'immeuble. Ça peut être des éléments déterminants du paysagement ou du domaine extérieur, ça peut être la qualité des matériaux, ça peut être le fait que vous êtes sur le bord de l'eau, sur un lac, par exemple, qui est une marina. La marina ferait partie, exemple parfait, là, si vous êtes, disons, là, dans un immeuble qui est sur le bord de l'eau, il y a un quai, une petite marina, mais évidemment, vous avez acheté en en partie fonction. parce qu'il y avait une marina, donc de retirer la décision de retirer la marina et de ne plus accepter de bateaux, d'avoir de quai, etc. Mais ça viendrait changer vraisemblablement la destination de l'immeuble et ça prendrait un vote renforcé, pas renforcé, mais une double majorité, je dirais, là, en vertu de l'article 1098 du Code civil du Québec. Enlever la piscine, par exemple. Enlever la piscine, par exemple. Exactement, ce serait un champ. Parce que la piscine, c'est tellement un élément important. Puis même, c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps évident parce qu'il y a même plus récemment un dossier dans lequel moi j'étais impliqué où la personne avait installé, c'était deux terrasses adjacentes, deux voisins qui ne s'entendaient pas très bien, mais il y en a un des deux qui a décidé qu'il allait mettre un petit muret de 6 pieds entre leurs deux balcons qui étaient des parties communes à usage restreint. Puis l'autre voisin, il dit non, 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 t'as pas. Puis ça, c'est avec l'accord du syndicat. Là. 75% de transformation des parties communes, ça a été accepté. Puis il dit non, non, ça change la destination de l'immeuble parce que ça me cloisonne dans le fond de la cour, ça m'enlève ma vue de perspective sur l'ensemble de la cour extérieure et ma vue de profondeur jusqu'à la piscine. Et le tribunal en est arrivé à la conclusion que la cour extérieure fait partie de la destination de l'immeuble, tant visuellement que physiquement, et le fait de lui priver de cette vue-là constituait une entrave à la destination de l'immeuble et elle a ordonné que le voisin retire le muret et que même il lui paye des dommages pour trouble de voisinage. Mais ça, c'est toute une autre affaire. Là. Mais sachez que c'est pas toujours noir sur blanc, c'est pas toujours évident qu'est-ce qui constitue un changement de destination de l'immeuble. C'est très complexe même, Carl, parce que ça Très, très dépend tout le complexe. temps de on est placé où. Pour nous autres, c'est pas important, mais pour l'autre monsieur, ça l'est ou ça le devient, mais peu importe la raison, là. Mais effectivement, je reviens tout le temps à ça. Vous devez, si vous êtes administrateur, vous faire confirmer quand c'est des choses comme ça parce que
C'est pas. On peut parler d'un règlement sur les animaux. Faites attention, ça, c'est émotif dans les copropriétés. Assurez-vous que c'est bien fait. Donc, la morale de cette histoire, c'est toujours, dans le moindre doute, consulter Ouais. parce que ça va vous coûter vraiment rien par rapport à ce que ça peut vous coûter s'il y a des chicanes ou des Et, déceptions. et c'est un bon point par rapport au règlement, Valérie, parce qu'on le voit souvent aussi que, ben, en fait, la règle, c'est qu'en vertu de l'article 1056, tout règlement, on ne peut pas imposer, en fait, euh, je vais vous le lire, là, comme ça, je ne dirai pas de bêtises, mais 1056. 1056 nous dit la déclaration de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires, sauf celles qui sont justifiées par la destination de l'immeuble, ses caractères ou sa situation. Donc, la règle de base, selon la doctrine de la jurisprudence, on peut venir baliser les droits des copropriétaires, mais on ne peut pas venir interdire quelque chose qui était initialement permis sans changer la destination de l'immeuble. Puis l'idée, c'est par exemple la location. Si vous Oui. avez acheté, la déclaration de copropriété prévoyait que la location était permise, il n'y avait pas de balise ou il n'y avait rien de spécifique par rapport au terme des locations. Et là, on décide qu'on veut éliminer la location On dans a trop l'immeuble, de on n'en veut locataires. plus. C'est C'est ça, ça. on n'en veut plus, puis c'est fini. On ne pourrait pas le faire sans modifier la destination de l'immeuble et obtenir un vote à la majorité double. Par exemple, mais toutefois, on pourrait, par exemple, venir baliser en interdisant les locations pour moins d'1 an. Donc, un terme de 1 an minimum, ça, c'est considéré comme étant acceptable parce qu'on ne vient pas empêcher les gens de louer. Ils peuvent louer pour 1 an et plus. Ils ne peuvent juste pas faire de la location à court ou moyen terme. Si c'est quelque chose euh, qu'on voudrait éviter dans la copropriété parce que la copropriété, c'est un immeuble résidentiel, puis on ne veut pas que ce soit géré comme un hôtel, avoir des gens qui entrent puis qui sortent à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour. Alors, ça a été, c'est justifié par la destination de l'immeuble, alors que si on voudrait empêcher quelqu'un de louer tout court et mettre une interdiction dans la déclaration, ça serait une modification à la destination. Même chose pour les animaux. Tu as donné l'exemple des animaux. On peut venir dire, vous avez un maximum d'un Un animal. chien. Là, il y a des gens qui font des règlements bizarres où on parle du poids de l'animal. Ça, c'est Oui. difficile parce que tu achètes le petit chien, puis il pèse 5 livres, puis là, tout à coup, 1 an et demi plus tard, il en pèse 40, mais il était correct avant, mais là, il n'est plus correct. C'est très difficile. Fait que ces règlements-là, je ne les aime pas. Je doute de leur légalité, de leur applicabilité. Même, il y a des règlements qui disent que ce qui fonctionne peut-être un peu plus, c'est tout animal jugé nuisible par le Ouais. conseil d'administration. Encore faut-il faire une preuve, une démonstration que l'animal cause préjudice aux autres copropriétaires et que c'est nécessaire de l'empêcher ou de demander son retrait de la copropriété tout court, là. Mais on Mais voudrait quand tu. éliminer, dire, écoute, ça c'est un immeuble, pas d'animaux, on vient modifier la destination de l'immeuble, ça ne serait pas permis à moins qu'on obtienne la double majorité. Est-ce que, parce que tu sais que bon, les animaux, on pourrait faire ben juste une web radio, je pense là-dessus, Ouais. mais tu sais, on peut pas non plus nécessairement décréter certaines races d'animal, comme on le voit souvent, le Rottweiler, le pauvre, ou le Pitbull, qui sont souvent déclassés. Moi, je me cache pas, j'ai un Rottweiler, j'ai eu plusieurs Rottweilers, j'en ai un, c'est le plus chien, Ouais, le moi, j'ai un, plus j'ai un gentil. pitbull aussi, Valérie, fait que je te comprends. Puis ceux qui les connaissent pas, c'est sûr qu'il y a certains préjugés envers ces chiens-là, puis moi, je trouve ça de valeur. Puis c'est vrai que, tu sais, physiquement, c'est des chiens plus imposants. Fait que quand il y en a un de ce type-là qui est violent, c'est sûr que ça va. Puis là, on n'est pas obligé de faire Non, le débat sur les chiens et les races, là, mais l'idée, c'est que je suis pas certain que c'est justifié par la destination de l'immeuble de dire qu'un chien est de façon inhérente plus dangereux qu'un autre. J'ai de la misère. En tout cas, je ne serais pas gêné d'aller faire l'argument au tribunal que ce n'est pas justifié par la destination parce que justement, il n'y a aucune preuve qu'un type de chien est plus violent qu'un autre ou est de façon inhérente. Tu sais, il peut y avoir un chihuahua là, qui est oui. extrêmement violent, qui va mordre un copropriétaire. Il va peut-être faire moins de dommages que le Rottweiler qui est violent. Mais au final, tu sais, je pense que c'est plus les chiens qui sont violents de façon générale qui ne devraient pas être permis sans égard à leur race, là, puis à leur taille et tout ça. Fait que, ou Est-ce que. violents ou dérangeants, là, ceux qui jappent aussi. C'est pas Oui. juste de la violence. Là, Non. moi, j'ai eu des situations où des locataires avaient des chiens
ça jappait à chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait de l'ascenseur, ça se mettait à japper pendant 2 minutes. Les gens viraient fous. C'est ça. Il fallait qu'on aille devant le tribunal administratif du logement pour justement faire résilier leur bail parce qu'ils ne respectaient pas la déclaration, non seulement au niveau des chiens, mais aussi l'article général, Valérie, qui dit que tout le monde, tout copropriétaire peut faire ce que bon leur semble dans leur partie privative, dans la mesure euh, de ne pas nuire à la jouissance des autres copropriétaires. Donc, ça, il faut toujours garder ça en tête. C'est un principe de base en matière de réglementation en copropriété. C'est beaucoup plus important et puissant comme règlement qu'on le pense. Là. Des fois, les gens ils veulent des règlements spécifiques, puis c'est bien d'avoir quelque chose de spécifique sur les chiens, sur les aboiements, sur les odeurs, sur la fumée, etc. Mais même si on n'a pas ces articles-là spécifiques dans la déclaration, on peut toujours se référer à l'article qui dit que justement tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas Pas déranger. déranger. Exactement. Pas déranger les autres. Carl, je vois le temps passer, puis on le savait bien qu'on manquerait de temps encore ce soir, puis on a des questions. Mais je veux juste te poser une dernière question, parce que souvent maintenant, des gens disent, bon, ben, on veut que ça devienne un immeuble non fumeur. Ouais. Qu'est-ce que tu suggères là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, mon opinion au départ était que c'était un peu comme les chiens, comme la location. Si on veut l'interdire complètement, surtout dans les parties privatives, parce qu'il y a des gens fumeurs qui ont acheté, écoute, ils fument. Là. Ça fait 20 ans qu'ils fument, ils ne vont pas arrêter du jour au lendemain. Là, ils ont acheté un condo, puis là, tout à coup, on leur dit, tu ne peux plus fumer dans ta partie privative. J'avais l'impression que ça serait une modification de la destination de l'immeuble de façon assez automatique. Toutefois, il y a un jugement qui est sorti en 2022, je crois, ou 2023, où c'était par rapport à la fumée de cannabis, puis c'est un règlement qui avait été adopté à la majorité absolue, donc à plus de 50% des voix, qui interdisait aux gens de fumer dans leur partie privative. Et c'est allé devant le tribunal et le juge a déterminé à cause, puis c'est là où il faut faire une petite nuance. Là. Je pense que dans un immeuble neuf avec une étanchéité adéquate, ça pourrait encore nécessiter un vote à la majorité double de 10,98. Mais dans ce cas-ci, spécifiquement à cause que c'est un vieil immeuble avec une étanchéité qui laissait vraiment à désirer et qu'on a démontré, on a fait la preuve que la fumée passait entre les unités, le juge a déterminé que c'était valide et on pouvait l'adopter à la majorité absolue. Ce qui vient changer évidemment ma façon de penser et la manière dont je conseille mes clients par rapport à ça, mais sachez que c'est une situation où c'était très particulier, où l'étanchéité n'était pas bonne. Fait que dans un autre immeuble neuf, où on voudrait tout simplement l'interdire parce qu'on n'aime pas les gens qui fument, ça serait peut-être plus difficile, puis on pourrait peut-être plaider la destination. Donc, sachez que cette décision-là C'est pas existe. clair. C'est pas clair, C'est pas d'accord. tout à fait clair, puis ça dépend des circonstances. OK? Mais en cas de doute, obtenez 90%, mais c'est pas facile. Puis, tu sais, c'est ça que je voulais dire aussi pour terminer sur 1098. Là, on parle du changement de la destination, on parle de l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire pour le maintien de la destination. Je parlais de la marina tantôt, donc on ne pourrait pas vendre la partie de terrain avec la marina parce que ça fait partie de la destination de l'immeuble. Ce serait un changement également, à mon avis. On parle de la modification de la déclaration afin d'autoriser la détention d'une fraction par plusieurs personnes ayant un droit de jouissance périodique et successif, donc le concept de time sharing. Oui. Si on voudrait faire ça, ça prendrait un vote à 10,98. Puis dans le cas de 11,08, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure, on parle carrément de la décision de mettre fin à la copropriété, ce qu'on ne voit vraiment pas souvent non plus, mais on pourrait prendre le vote de liquider la copropriété et de passer à autre chose, ce qui nécessite un vote aussi assez important et vous comprendrez pourquoi. Et la double majorité, Valérie, parce que je ne pense pas qu'on le dit là, mais Non, il y a fait quelqu'un qui a posé référence. la C'est ça, question, bon. là. Oui. Ça fait référence à deux critères distincts. Dans un premier temps, on parle du nombre de copropriétaires et dans un deuxième temps, on parle du nombre de voix. Donc, pour qu'une résolution soit adoptée à la double majorité de 10,98, elle doit nécessairement obtenir l'approbation d'au moins 75% des copropriétaires en nombre, donc physiquement,
Donc, si quelqu'un a 4 unités, mais c'est une seule personne, mais en termes de nombre, il compte pour une personne dans le premier vote de 75% en termes de nombre de copropriétaires. Mais aussi, il faut que les votes en faveur de la résolution en question représentent au moins 90% du total des voix, pas juste de l'Assemblée, pas juste de ceux qui sont présents ou représentés à l'Assemblée, mais de tout l'immeuble. Tout l'immeuble. Fait que ça veut dire que si vous voulez changer la destination, puis vous avez mis ça à l'ordre du jour, là, si vous n'avez pas un quorum de 90% en partant, mais vous n'avez aucune chance d'adopter la modification à la destination. Alors, pour ceux qui tiennent ou qui participent à des assemblées régulièrement, vous savez c'est quoi le quorum, les quorums que vous avez. Il faut se lever de bonne heure en maudit pour espérer pouvoir modifier la destination de l'immeuble. Je ne Tout l'ai pas à vu fait. souvent. Non. Puis ça, encore plus si vous avez un gros syndicat, parce que des fois, on va peut-être voir ça dans un 6-8 unités, tout le monde est là, puis ils sont tous parlés, puis ça sont tous d'accord. Mais rendu là, Carl, ça prend vraiment une façon très précise pour être capable de confirmer ce vote-là. Oui, vraiment. Parce que là, Puis là, on a on parlé parle des pas d'un votes, vote, là. à moins que, écoute, c'est sûr que dans des plus petites copropriétés, c'est plus simple. Là. Si vous êtes 10 copropriétaires, puis vous avez tous une cote-part de 1, puis il y en a 9 sur 10 qui lèvent la main, mais vous êtes correct. Là. Mais si dans une copropriété de plus de 10 personnes, là, avec des cotes-parts différentes, oui, est-ce que c'est plus, puis on en parlait avant tout à l'heure, Valérie, au niveau de comment on fait pour prendre ces votes-là en assemblée. Moi, c'est sûr que par économie du temps, pour une majorité absolue, généralement, j'aime demander aux copropriétaires, bon, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à l'adoption de la résolution proposée, à l'élection Commence des à l'envers. administrateurs? Je commence à l'envers. Après ça, je demande, est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Puis si le total des abstentions et des oppositions est clairement moindre que la moitié des voix des copropriétaires présents ou représentés, mais je dis tout simplement que c'est adopté à la majorité des voix, puis on passe à d'autres choses. Puis ça, il faut que ce soit évident pour moi. Dès que c'est pas clair, à titre de président d'Assemblée, je demande le vote par scrutin secret. Le plus qu'on avance tu sais, qu'on passe de majorité absolue à majorité renforcée, mais là, 75, tu sais, le 25%, il n'est pas tout le temps aussi évident Évident. à calculer, surtout avec les procurations que les gens pourraient avoir. Exact. Des fois, c'est simple. Lundi soir, j'étais à une assemblée, on adoptait un projet de borne à 75%. Il y avait une seule opposition, pas d'abstention. Pour moi, c'était clair qu'on l'avait le 75%. Mais des fois, quand il y a une vingtaine de mains de levées, puis monsieur il dit, moi, j'ai 6 procurations, moi, Oui. j'en ai 3. Moi, écoutez, pour des votes comme ça, pour être sûr de votre affaire, demander le vote par scrutin secret lorsque on n'est pas certain ou lorsque quelqu'un prétend que c'est contesté. Moi, souvent, si je crois, à titre de président, que nous avons la majorité renforcée à main levée, je vais demander est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord avec ma constatation que nous avons la majorité de 75%. Puis si personne lève la main, mais c'est correct. C'est parfait parce que moi, je l'ai constaté, tout le monde constate la même chose que moi, donc il n'y en a pas de problème, puis on peut avancer sans nécessairement devoir prendre et dépouiller l'ensemble des votes, là, parce que ça peut être long. Puis pour la Oui. majorité de 90%, surtout qu'il y a deux composantes, là, le nombre de copropriétaires et le nombre de voix, moi je suggère, dans la mesure du possible, de faire le vote par scrutin secret. Mais quand tu expliques ton vote de borne, il est clair, pas clair, etc., c'est important de mettre des détails dans le procès verbal. Oui, Tu sais, mais dans le le fond, là, oui. président demande le vote et par la suite, il demande ceux qui sont contre, juste une main levée. Puis, tu sais, ça peut-tu aller jusque-là? Oui, moi, ce que j'aime mettre dans le procès-verbal, c'est adopter. Le président d'Assemblée demande s'il y a des gens qui s'opposent ou s'abstiennent à l'adoption de la résolution. Il y a une seule abstention, une seule opposition, sans nommer nécessairement les numéros d'unité, là, parce que ce n'est pas nécessaire, mais juste marquer qu'il y a une abstention. Comme ça, c'est clair que la majorité, elle est imposante. Et ensuite, même dans le procès-verbal, si on parle de procès-verbal, le niveau de détail qu'on doit mettre, moi, je mettrais la résolution intégralement, là, ou l'article qu'on adopte ou la résolution elle-même dans le procès-verbal, parce que vous ne voulez pas, là, c'est simple aujourd'hui, parce que vous le Oui. savez, vous avez reçu l'avis de convocation, annexé, vous aviez le projet de règlement qu'on voulait adopter, et on dit c'est adopté à la majorité. Mais dans 10 ans, là,
quand on va vouloir appliquer ce règlement-là, puis on va retourner dans le procès verbal, puis l'avis de convocation, on l'a pu, les projets de résolution, on les a pu. Mettez ça dans le procès verbal, ça va être très, très clair qu'est-ce que vous avez adopté, qu'est-ce qui a été modifié. Puis moi, on prône ça dans tous les ouvrages qu'on écrit, que Yves Papineau et Christine Gagnon écrivent. Là, c'est écrit dans tout ça qu'on doit mettre la résolution intégralement, pas brochée, pas annexée, dans le procès verbal. Tout à fait. Puis, comme là, on le vit un peu parce qu'on est obligé de faire les attestations maintenant. Ouais. Et là, il faut aller. Y a-tu eu dans les 3 dernières années? Ben là, tu prends un PV d'un nouveau syndicat, puis c'est pas écrit qu'est-ce qu'ils ont voté. Là. C'est un peu un travail archéologique, mais en tout cas, tout faut s'améliorer pour Oui. les auditeurs et auditrices. Là, faut. Puis je pense que on dit toujours que le procès verbal, c'est pas un verbatim, mais dans le cas de vote comme ça, soyez un petit peu plus bavard avec votre crayon parce que ça peut vous aider là-dessus. Là, Carl, il est rendu 53, puis on a des questions dans le chat, mais je te lance ça en rafale parce que on a comment reconnaître la majorité renforcée dont les valeurs relatives pour 3 copropriétaires sont 36 33 et 31 La majorité renforcée, mais vous avez besoin de plus. Fait que dans le fond, là, la majorité renforcée, c'est 75% des voix des copropriétaires présents ou représentés. Donc, tant que 2 sur 3 sont présents à l'Assemblée, donc si par exemple, il y a juste celui qui a 36 puis lui qui a 31%, mais vous avez quorum parce que vous avez 67% des voix qui sont présents ou représentés à l'Assemblée. Et la majorité renforcée, ce n'est pas de tout l'immeuble. Fait que si vous êtes juste deux, et qu'ensemble, les deux, vous représentez 67%, mais tant que 75% de ce 67%-là est en faveur, mais vous adoptez quelque chose à la majorité renforcée. Là, vous allez me dire, oui, mais ça veut dire l'unanimité dans ce cas-là, puis oui, vous avez raison. Dans le cas où vous êtes 3 ou 4 copropriétaires, puis vous avez des très grosses cotes-parts, mais généralement, ça va prendre une très forte majorité ou quasiment l'unanimité dans certains cas pour adopter certaines choses. En fait, vous ne pourriez pas, si vous êtes toujours les 3 présents à toutes les assemblées, il y en a toujours un qui pourrait bloquer n'importe quel vote qu'on voudrait prendre à 75% parce qu'on représente plus de 30% dans tous les cas. Monsieur Labrie, qui est un fidèle auditeur, et très bonne question. Renforcer pour les amendes, point d'interrogation. Pour les pénalités, Oui. effectivement, majorité, donc depuis l'adoption du projet de loi 16, les clauses pénales sont présumées faire partie de l'acte constitutif de copropriété, donc nécessitent un vote à la majorité renforcée pour être modifiées. Tout à fait. Et doivent être, encore une fois, publiées au registre foncier, faire l'objet d'un acte notarié et ainsi de suite. Tout à fait. Peu importe le montant de l'amende, que ce Peu soit 10 importe le montant de piastres, l'amende. c'est plate de même, mais ça va vous coûter 1500 pour passer votre règlement comme ça. Monsieur Desrochers, qui est toujours avec nous tout le temps, précision pour les amendes au règlement. C'est plus prudent de faire rédiger par un notaire, mais pas légalement obligatoire? Point d'interrogation, point d'interrogation. Ben là, il y a un petit débat là-dessus. Là. C'est sûr Oui, qu'il y a une loi qui s'appelle la loi sur le barreau, la loi sur le notariat qui prévoit que les actes que certains actes juridiques sont réservés à la profession des avocats. Fait que là, est-ce que vous, en rédigeant des articles de contrat de droit, est-ce que vous êtes en train d'enfreindre la loi sur le barreau? Il y en a certains, en écrivant des mises en demeure, écoute, c'est pas à 100% clair. Il y en a plusieurs qui pensent que oui. Moi, je suis d'avis que si c'est pas illégal, ça devrait peut-être l'être parce que ça cause plus de problèmes que ça sauve d'argent aux gens, comme on expliquait tantôt, là. Mais pour les clauses pénales, c'est certain que la clause pénale, si vous la rédigez, là, après ça, il faut que ça fasse l'objet quand même d'un acte notarié. Mais si ce n'est c'est pas le ça. notaire qui l'a rédigé, vous, si vous avez préparé quelque chose que le notaire estime est tout croche, c'est pas juste des gens qui étampent des affaires que les membres du conseil ont préparées. Là. Mais Les non. notaires, ils ont une certaine responsabilité. Si c'est pas eux qui l'ont préparé, ils vont pas juste publier ou notarier n'importe quoi. Fait que, écoute, il y en a parce que j'en vois des fois dans des actes que c'est assez impressionnant ce que le notaire va faire publier des fois, mais c'est pas supposé, puis les bons notaires vont pas le faire. Fait que ça veut dire que
Vous avez toujours les avocats des notaires avec qui vous travaillez. Ben, vous pouvez travailler en collaboration, puis faire le dossier au complet. Sinon, les gens peuvent aller voir des notaires spécialisés en copropriété, je le dis bien, parce que c'est quand même une spécialité. Et le notaire peut rédiger, vous le votez, puis après ça, lui, il publie. Absolument. OK. Gabriel ou Lancelot, vous pouvez enlever la question de M. Desroches que je sois capable de suivre. Madame Mariette, si un juriste doit écrire toutes les modifications des règlements de l'immeuble adoptés en AG1, on devrait payer un notaire à tous les ans si règlement modifié aux années. Ça, j'aime la question de Madame Mariette parce que on n'est pas supposé de changer les règlements à outrance comme ça. Euh, Puis, ça vous invite, comme conseil d'administration, à chaque fois que vous changez un règlement, ça devient de plus en plus complexe. Mais je te laisse, c'est toi le pro, là. Mais il faut éviter de faire défaire, de faire refaire. Mais je suis d'accord, puis c'est sûr que des fois, il y a une certaine évolution du contexte social, de l'immeuble, des choses. Des fois, c'est nécessaire de modifier la déclaration de copropriété, puis on peut pas, on va pas l'éviter. Mais des fois, puis il y a certaines choses qui sont très simples, là, puis il y a des règlements qu'on peut adopter qui sont très simples, puis ça peut être aussi simple, sans nécessairement que ce soit préparé par un avocat. Ça peut prendre une demi-heure, une heure pour un avocat de juste réviser, regarder votre déclaration, être certain que Oui. ce n'est pas en contradiction. Mais oui, comme Valérie dit, ce n'est pas supposé d'être modifié à toutes les années. Si vous devez absolument modifier la déclaration à tous les ans ou qu'il y ait des copropriétaires qui proposent des choses, parce que c'est ce qui arrive aussi souvent, c'est que dans les 5 jours de la réception de l'avis de convocation, les copropriétaires envoient des choses qui sont souvent pas rédigées par des avocats ou des notaires. C'est un peu tout croche. Puis nous, à titre de président d'assemblée et à titre de conseiller juridique du syndicat, on explique que oui, ça, c'est pas un article. On n'a pas le texte de l'article, on a une idée pour une modification potentielle de la déclaration de copropriété qui ne peut pas être soumis au vote des copropriétaires, qui viendrait contredire un autre article de la déclaration de copropriété. Donc, ce sont toutes des choses qu'on doit expliquer, mais pour répondre, dans le fond, de façon très simple à votre question, c'est malheureux, mais oui. Si vous voulez le modifier à chaque année, mais à chaque année, vous devriez faire affaire avec un avocat ou un notaire pour quelques heures. Puis ça va simplifier, ça va vous sauver de l'argent à long terme parce que vous Tout à allez fait. éviter des litiges et éviter des contestations. Quel est le pourcentage de la majorité double? La majorité double, c'est, ben, comme on a dit tout à l'heure, c'est 75% des copropriétaires en nombre, que ce soit une personne physique ou une personne morale. Donc, là, on parle de un pour un. Là. Donc, si un copropriétaire, comme j'ai dit tantôt, est propriétaire de 4 unités ou un copropriétaire est propriétaire de l'unité commerciale qui représente 42% des voix, mais il compte juste pour une personne au terme du vote sur des copropriétaires en nombre. Pour 75% des copropriétaires en nombre, et ce nombre de copropriétaires-là doit représenter au moins 90% des voix de tous les copropriétaires de l'immeuble. Et C'est ça, assez c'est pour complexe, éviter là, que oui. s'il y en a un, par exemple, moi j'ai un syndicat en ce moment, le propriétaire du commercial détient 42,6% des voix. Fait que lui, au niveau des voix, il est très pesant dans la balance, mais au niveau des votes, en termes Des de noms. nombre, il compte pour une personne comme tout le monde. Comme ceux qui ont 3%, puis lui en a 42, mais en termes de nombre, il représente un copropriétaire. Merci. Donc, Gabriel, on peut enlever aussi la question de M. Fagnan, qu'on a répondu en même temps. Euh, que signifie n'est pas opposable ou à l'inverse est opposable? Opposable, dans le fond, ce qui est opposable au copropriétaire, c'est un règlement qu'on peut exécuter. Évidemment, là, c'est qu'on peut opposer ce règlement-là au copropriétaire, on peut le forcer à le respecter. Alors, pas opposable, ça veut dire que ça n'a pas de valeur juridique. On a un règlement qui dit les barbecues électriques sont Sont... permis, mais il y a un autre article dans la déclaration originale qui dit tous les barbecues sont interdits. Les deux, ils s'opposent, fait que ça devient inopposable au copropriétaire. Ou par exemple, la clause pénale qui n'aurait pas été publiée au registre foncier, qui n'a pas fait l'objet d'un acte notarié, qui date d'après 2020, parce que ceux d'avant 2020 sont présumés faire partie de la Oui, constitutive, c'est là, sont vrai. encore corrects. Oui. Fait que je ne veux pas que personne parte en peur là, ce soir là-dessus, mais si vous avez adopté une clause pénale après 2020,
si elle n'a pas été notariée, mais elle n'est pas opposable aux copropriétaires, ça veut dire que vous ne pouvez pas leur imposer une pénalité, vous ne pouvez pas exécuter, le forcer à exécuter ses devoirs en vertu de cette clause-là. Parfait. Désolée, madame ou monsieur, je ne me souviens pas. Donc, désolée, je ne suis pas certaine, madame, d'avoir bien compris. Est-ce que les procurations sont acceptées lors d'un vote à double majorité? Oui, effectivement. Donc, le copropriétaire qui a donné sa procuration compte pour un copropriétaire en nombre et ses voix aussi vont compter dans le nombre de voix. C'est comme s'il était présent, il est juste représenté par un C'est autre ça. copropriétaire qui a sa procuration à sa place. OK. Nous souhaitons modifier un règlement dans l'acte constitutif afin d'augmenter l'assurance responsabilité de 1 million à 2 millions, puisqu'il s'agit de modifier seulement le montant du règlement. Est-ce que je dois faire notarier cette simple modification? Non. Là, vous parlez de l'assurance responsabilité civile pour les Mhm. copropriétaires. La réponse, c'est un règlement, donc vous n'avez pas Oui, besoin de le faire dans l'acte constitutif, ça n'a pas besoin de faire l'objet d'un acte notarié. Mais sachez que la loi prévoit déjà que est-ce que c'est 13 ou moins ou c'est plus de 13, je ne me rappelle plus, mais à partir de ouais. 13, je pense que c'est 13 ou plus, 13 unités ou plus dans l'immeuble, la loi prévoit que c'est 2 millions et moins de 13, c'est 1 million de couverture en responsabilité civile. Mais ça, je vais aller le vérifier tout de suite là, parce que ça. Parfait, je vais regarder pour une autre question en même temps. Bonjour, que faire pour garder une démocratie dans un syndicat lorsqu'un membre du CA possède 60% des votes? Fait quand vous dites possède 60% des votes, est-ce que ça, c'est à travers les procurations? Je sais que c'est un débat. Si le copropriétaire a amassé 60% parce que puis là, il y a des règles différentes par rapport à la taille. Si c'est un immeuble de 5 ou moins, il y a certaines règles qui viendraient diminuer le nombre de voix qu'une personne peut détenir et ainsi de suite. Si c'est le promoteur aussi, après un certain nombre d'années, il est réduit à 25% des voix au maximum, il faut faire un calcul pour la réduction et tout ça. Mais ce que je crois comprendre de votre question, puis c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que les membres du conseil d'administration, pour s'assurer d'avoir le quorum, vont souvent collecter beaucoup de procurations pour s'assurer qu'on puisse tenir l'assemblée. Mais les gens veulent mettre des essais pas juste parce qu'ils ont toutes les Les contre. procurations, ils Ouais, contrôlent l'Assemblée, ils adoptent ce qu'ils veulent. Ça fait partie du processus démocratique. Toute personne a le droit de donner une procuration à qui ils veulent. Alors, si tout le monde veut la donner à une même personne, cette même personne-là fait partie du conseil d'administration, c'est à vous de les convaincre de soit participer, ce qui serait idéal, si tout le monde participerait, ou ouais. de la donner à vous ou à quelqu'un d'autre. Mais on ne peut pas empêcher de dire que les gens, moi, c'est quasiment comme dire cet argument-là que les gens sont trop niaiseux pour savoir à qui ils donnent une procuration et pourquoi et comment. On est tous majeurs, vaccinés, les gens ont le droit de prendre la décision de donner une procuration à la personne de leur choix, puis s'ils décident de le donner à un membre du conseil d'administration, c'est parce qu'ils leur font confiance. Puis il n'y a rien qui empêche une autre personne de l'immeuble, vous ou n'importe qui d'autre, d'un clan opposé, d'aller récupérer, d'aller solliciter, de justement essayer de rapatrier des gens à votre cause et de vous donner leur procuration à la place. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui sont désintéressés, puis regarde, Ouais, ça donne ce ouais. que ça donne, mais c'est un droit qu'on a. Ils ne sont pas obligés de donner leur procuration, ils choisissent volontairement de le donner, de signer le papier, donc rendu là, ils vivent avec les conséquences. Exact, on n'est pas obligé de donner une procuration. C'est mieux parce que ça permet de tenir les assemblées, mais c'est pas obligatoire. Et les Euh, procurations aussi, Valérie, on le sait, oui, il y a des gens qui donnent une procuration free for all, que les ouais, gens votent comme. Mais on peut préciser sur la procuration comment on veut que les gens votent sur les différents points ouais. spécifiés à l'ordre du jour. Résolution au point 6, je veux voter en faveur. Résolution au point 7, je veux voter contre. Les administrateurs, je veux que tu votes pour ces 4 personnes-là. Vous avez le droit de faire ça. Donc, c'est pas toujours juste Un une chèque en carte blanc. blanche. Ouais, exact. OK. Propriétaire qui a plusieurs procurations, mais qui n'a pas payé ses frais de condo pendant plus de 3 mois, ne peut voter pour sa quote-part, mais il peut voter pour les procurations. Exactement. Tout comme une personne qui n'est pas propriétaire, qui peut avoir une procuration, peut voter pour la personne qui a une procuration, mais même la personne qui a perdu son droit de vote, lui, il ne pourra A le pas droit de voter pour représenter sa quelqu'un. quote-part. Exact. Tu as le droit de représenter. La personne a le droit d'être la personne qui n'est pas là a le droit d'être représentée par la personne de son choix. Puis si elle, elle a payé ses charges communes, mais
la personne qui détient la procuration peut voter pour elle. Si une unité a deux copropriétaires, compte-t-elle pour deux copropriétaires dans la majorité double? Répétez ça? Une unité, toi puis moi, on est conjoints, on représente deux copropriétaires pour la majorité Oui, double. oui, OK? effectivement. Pour changer la valeur relative des cotes-parts, quel type de majorité est nécessaire? La valeur relative, ça, c'est à l'article, ça, c'est une très bonne question. Euh, Absolument. à l'article 1102 du Code civil, on parlait d'unanimité tout à l'heure, là. Oui, Et l'unanimité, rapidement, là, il y a certaines vieilles déclarations qui datent d'avant 1994, donc avant l'adoption du Code civil du Québec, où on prévoyait que toute modification à la destination de l'immeuble nécessitait non pas une majorité double, mais l'unanimité, carrément. Et maintenant, dans le Code civil, mais il y a l'article 1101 qui dit bon, que est réputée non écrite toute stipulation de la déclaration de copropriété qui modifie le nombre de voix requis pour prendre une décision prévue par le présent chapitre. Donc, bref, si la déclaration prévoit une majorité différente de 1096, 1097 ou 1098, les trois majorités qu'on vient de voir, oui. l'article est nul et non avenu, n'existe pas. L'exception à cette règle-là, dans les règles transitoires, lors de l'adoption du Code civil, c'est lorsqu'une clause dans la déclaration, dans la vieille déclaration, qui dit que la modification de la destination doit être votée à l'unanimité, mais ça demeure valide, l'unanimité, malgré l'article 1101. Fait que ça, OK. c'est bon à savoir. C'est une des seules circonstances où l'unanimité est nécessaire. Et l'autre, c'est quand on veut modifier la valeur relative de quelqu'un. Parce que 1102 dit est sans effet toute décision du syndicat qui, à l'encontre de la déclaration de copropriété, impose au copropriétaire une modification à la valeur relative de sa fraction. Fait on ne pourrait jamais modifier votre valeur relative sans votre consentement. Une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, ça, oui. Tu Sinon, achètes une valeur relative, en fin de compte, on te la modifie, là. oui. Puis, tu sais, il y C'est a tous les mécanismes de 1103 qui disent si une décision est au mépris de vos droits, etc., on pourrait le contester. Mais là, ça, c'est encore plus clair. C'est, regardez, c'est pas juste au mépris de nos droits, c'est illégal. Ça va en l'encontre directement de l'article 1102, là. Fait que pour répondre à votre question, non, c'est pas possible. En fait, ça prend votre consentement pour modifier votre code-part. Généralement, quand on modifie une code-part, mais il faut en modifier une autre, puis oui, généralement, on les modifie tous, là. Fait que quand on modifie tous les codes-parts, mais on revient à la règle de l'unanimité, là. parce qu'idéalement, il faut arriver à 100%. Fait que, il y a quelque chose qu'il faut qu'il bouge en même temps que l'autre bord. Ouais. Euh, nous souhaitons modifier un règlement de la Constitution afin d'augmenter, ça on l'a vu, on peut l'enlever. Bonsoir. Pour le 90% des voix, s'agit-il des personnes présentes à l'AG ou 90% des copropriétés de tout l'immeuble? C'est de tout l'immeuble, ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile parce que ça veut dire qu'il vous faut au minimum 90% de tout l'immeuble présent à l'Assemblée, dans le quorum, présent ou représenté. Fait que Oui. ça arrive très, très rarement. C'est ça. Ou bien il faut faire une job de procuration importante, puis ça s'organise vraiment à l'avance. Donc, on peut enlever cette question. Il nous reste une dernière question de M. Desroches. Quelle est la procédure lorsqu'une assemblée est reportée pour raison de manque ou perte de la majorité? Nouveau lieu, nouvelle date, nouvelle convocation, nouvelle façon de compter les majorités, façon de compter la majorité pour les votes demande la double majorité. Donc, reprise d'assemblée, car la question est très bonne. On avait des choses à voter. Quand on fait une reprise d'assemblée, bien naturellement, c'est les gens présents, puis tout ça. Peux-tu nous expliquer un petit peu? C'est la dernière Je vais question qu'on a. élaborer un peu. Il faut faire la différence. Bon, mais en fait, là, quand on n'obtient pas le quorum, évidemment, il faut attendre un certain délai après Oui. le début, l'heure du début de l'Assemblée pour voir si on va obtenir le quorum dans la demi-heure ou l'heure qui suit. Et lorsque Et c'est ça, c'est clair qu'on marqué dans la déclaration, il faut dans la regarder. déclaration, effectivement, dans le règlement de l'immeuble, puis quand ça devient clair qu'on ne l'aura pas ou qu'on ne l'a pas dans le délai indiqué, on doit reporter l'Assemblée à une autre date. Fait que là, l'Assemblée de reprise, elle, vous êtes certain d'avoir le quorum parce que le quorum est constitué du 2 tiers des copropriétaires présents au moment du début de l'Assemblée. Là, attendez, je suis allé voir là, ce que ça dit.
Je dis 2 tiers, mais j'ai l'impression que c'est le 3 quarts. Trois quarts des personnes C'est présentes et le 3 quarts, c'est représentées. ça. J'ai Oui. une autre règle en tête, là, mais le 3 quarts des copropriétaires présents ou représentés au début de l'Assemblée constitue le quorum. Ça veut dire que si vous êtes juste 4 C'est un chiffre, au là. début de l'Assemblée, tant qu'il y en a 3 sur 4 qui demeurent là tout le long, mais vous gardez le quorum puis vous pouvez poursuivre et faire ce que vous avez à faire. Cela dit, on ne pourra pas, si on n'a pas au moins 50% des voix des copropriétaires présents ou représentés, donc si on n'a pas un quorum normal lors de l'Assemblée, on ne pourra pas passer au vote les éléments qui requièrent une majorité renforcée. Donc, tout ce qui nécessite plus de 75%, si par exemple il y a 100 copropriétaires, puis finalement vous tenez l'Assemblée à 4, vous pouvez le faire. On peut présenter le budget, les états financiers, élire les administrateurs, tout ce qui nécessite la majorité absolue, on peut voter là-dessus. Mais si vous vouliez modifier la déclaration de copropriété, si on voulait voter sur le projet de borne, si on voulait faire une transformation des parties communes, tout ça, on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas un quorum d'au moins 50% des voix des copropriétaires Mais présents. est-ce qu'on peut voter un 1096 si on a une reprise en assemblée, Oui, d'assemblée, je veux dire? 16, oui. Fait que tout ce qui est Parfait. majorité absolue, on peut. Fait que, élection des administrateurs, élection des officiers de l'Assemblée, au final, il n'y a pas tant de choses qui sont à 10,96. Le règlement, mais en fait, le règlement de l'immeuble, on pourrait, effectivement, mais tout ce qui nécessite plus de 60, un vote à 75%, on ne pourrait pas le faire. Mais le règlement, on pourrait le modifier. Et en ce qui a trait aux nouveaux lieux, nouvelles dates, nouvelles convocations, c'est vraiment à la discrétion du conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, juste être clair que ce n'est pas une nouvelle assemblée qu'on convoque, on convoque la reprise de l'assemblée qu'on n'a pas pu tenir. Fait que les gens ils disent est-ce qu'il pourrait. Des fois, il y a des règles qui sont précisées pour la reprise dans la déclaration de copropriété. Sinon, moi, ma suggestion, c'est toujours de suivre les règles et les délais pour la convocation initiale. Si c'est 10 jours, ben, on respecte le 10 jours et ainsi de suite. Des fois, on parle de c'est la même journée, de la semaine suivante. Il y a toutes sortes de règles qui peuvent Euh, s'appliquer. On devrait les suivre, bien entendu. Mais si, par exemple, vous avez loué une salle, puis la salle n'est pas disponible, vous pouvez changer l'emplacement, vous pouvez modifier un peu l'heure. C'est vraiment le conseil d'administration. Comme ils ont toute la discrétion pour déterminer le lieu, l'emplacement, la forme, hein. Ça peut être virtuel, ça peut être en présentiel. Au ah oui, c'est un bon départ, ça point, ça. relève de leur discrétion, mais c'est de leur juridiction aussi au niveau de la reprise. Merci, Carl. On a couvert la dernière question de M. Desroches. J'avais écrit plein de questions, mais on n'a pas eu le temps parce que on a trop de choses à dire. Voilà. C'est toujours ultra passionnant avec toi de faire ce sujet-là. Mais je sais que c'est pas toujours évident, mais je le rappelle. Vous voyez, Carl aurait pu nous garder encore probablement 2 heures à expliquer d'autres choses parce que c'est très complexe. Et le pourquoi on fait cette web radio-là annuelle, c'est pour justement vous éviter de vous mettre les pieds dans les plats en voulant sauver quelques centaines de dollars et pas être bien préparé. Et plus ça va, plus la loi devient plus lourde pour les conseils d'administration. Donc, ça fait partie de votre budget de vous faire accompagner de la bonne façon. Alors, moi, je crois en ça et c'est important de le dire. Donc, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir eu des questions pour nous. C'est super intéressant. Un gros merci, Carl Michel, d'avoir été avec moi encore pour parler de ce même sujet-là. On aurait pu continuer n'importe quand. Je m'étais bien préparée avec le livre, le nouveau de Maître Papineau et Maître Christine Gagnon. Merci à LJT, notre commanditaire de la soirée. L'autre chose qui est importante de vous dire, c'est merci au RGCQ. On le rappelle, si vous êtes membre, vous pouvez parler aux avocats qui offrent 30 minutes par année à chaque syndicat de copropriété. Vous pouvez utiliser ce 30 minutes-là pour bien préparer votre assemblée. C'est une bonne chose aussi. Alors, mais soyez membre et vous allez pouvoir utiliser le service. Puis je pense que le membership vous coûte moins cher qu'une demi-heure avec un avocat, fait que vous êtes gagnant là-dessus. Alors, je tiens à vous préciser qu'il y a la conférence spéciale à Trois-Rivières. Donc, pour les gens de ce coin-là, des autres coins environnants, même pour Québec qui n'ont pas pu assister, vous pouvez vous rendre à Trois-Rivières et tout ça. Vous allez avoir la chance de participer à la conférence qui a été donnée en Outaouais, à Montréal, à Québec,
en Estrie à Bromont. Et là, c'est à Trois-Rivières qu'on termine. Alors, allez-y, vous allez avoir les informations sur l'attestation, les nouvelles nouveautés avec le règlement de la loi 16, enfin, qu'on attendait depuis 5 ans. Donc, inscrivez-vous rapidement parce que les places sont limitées. Bien certainement, il n'y a pas de la place pour tout le monde. Alors, dépêchez-vous à faire votre inscription. C'est la dernière de l'année. Vous pouvez revisionner nos web radios en rediffusion. Et celle-ci de ce soir, bien, si vous avez des votes, revisitez-la avant de préparer votre assemblée. Vous allez être très gagnant. Donc, c'est ce qui fait notre soirée ce soir. Alors, je vous invite à la prochaine web radio. Ça tombe comme ça. Je serai avec Maître Papineau, avocat émérite. On va parler justement, là, pas juste des votes, mais de l'assemblée, comment la préparer, la convocation et surtout comment rédiger un procès verbal pour être bien protégé dans ce qu'il faut mettre et ce qu'il ne faut pas mettre. Alors, je serai avec Maître Papineau pour cette web radio-là. Donc, merci à vous tous. Encore merci, Carl, de Ça ta fait plaisir. Merci à toi, Valérie. Ça fait toujours plaisir de faire ça avec toi. Ben, merci beaucoup. Fait que bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous tous. Merci, Bonne soirée, Gabriel. tout le Merci, monde. Lanceny.